Donc, moi, je travaille dans le service de greffe de moelle de l'hôpital Saint-Louis. Je vais vous parler de la prise en charge par allogreffe de cellules souches des patients atteints d'aplasie médulaire idiopathique. Jean-Hugues Dalle parlera des formes constitutionnelles et des spécificités de la greffe. Donc, je vais passer rapidement sur ces différentes étapes que Édouard a déjà détaillé pour revenir sur les modalités et les indications de greffe dans cette maladie. Donc, ça, c'est l'algorithme de traitement des patients atteints d'aplasie médulaire acquise. Donc, vous voyez que le traitement de référence chez un sujet jeune qui a un donneur géno-identique, c'est l'allogreffe de moelle avec un conditionnement par endoxan et sérum anti-lymphocytaire, une prophylaxie de la GVH par cyclosporine et méthotrexate et un greffon de moelle osseuse, et que dans toutes les autres situations, même s'il y a en première ligne, on ne fait pas de greffe, même si on parlera des évolutions qui sont en cours actuellement. Pourquoi il y a les gens aiment pas la greffe, certains n'aiment pas la greffe de moelle, parce qu'ils disent qu'on est toxique pour les patients, alors que effectivement vous avez vu les courbes superbes de l'association SAL Cyclo et même des courbes qui sont améliorées avec l'utilisation du Revolade, même si à l'heure actuelle on ne met pas en évidence de différence forcément de survie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la réalité au long terme du SAL Cyclo, c'est cette étude alors il y a une erreur, désolé, je ne sais pas du tout ça. Cette étude, c'est l'étude dont Édouard vous a parlé tout à l'heure, qui randomisait SAL cyclosporine versus SAL cyclosporine GCSF. Et en fait, le principal intérêt de ce papier, qui date de 2020, c'est d'avoir des données de très long terme dans le traitement immunosuppresseur de l'aplasie médulaire. Et vous voyez que la survie sans événement à 15 ans, elle est à 24%, quel que soit le bras, ce qui veut dire qu'il y a 75% des patients qui auront eu un événement qui sera rechute, greffe pour une évolution clonale ou une rechute, ou évolution vers un HPN hémolytique. Donc, quand vous faites un SAL cyclo, en particulier à un jeune, vous savez que 15 ans après, il n'a que 25% de chances de ne pas avoir eu besoin d'un autre traitement. Donc, c'est pour cette raison que la greffe a toute sa place dans la prise en charge thérapeutique de l'aplasie médulaire, et que de plus en plus, chez les sujets jeunes, je vais vous le montrer par la suite, on va au mieux, le plus rapidement possible, à la greffe en fonction du type de donneur. Donc, les particularités de l'allogreffe, je ne vais pas vous refaire un cours sur l'allogreffe de moelle osseuse, enfin de cellules souches hématopoïétiques, mais les particularités de la greffe dans les aplasies acquises, la première, c'est que c'est une maladie bénigne. Alors, elle est grave, mais elle n'est pas maligne au sens dans ce sens-là. Donc, si on n'est pas dans le cadre d'une maladie maligne, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'effet GVL. Donc, on ne veut pas du tout de GVH, parce que qui dit GVH dit morbidité, mortalité, donc objectif 0 GVH. L'autre chose, c'est que c'est une maladie immunologique. On le reverra un peu cet après-midi avec des lymphocytes T qui sont activés. Donc, il y a un risque de rejet primaire et secondaire qui est beaucoup plus élevé que dans beaucoup d'autres maladies. Et enfin, le dernier point, c'est que vous avez une aplasie médulaire, donc vous avez une moelle qui est pauvre, et donc les objectifs du conditionnement, ça ne va pas du tout être d'être myéloablatif, puisque elle n'a déjà plus de moelle, ça va être de faire de la lymphodéplétion et de la prévention de la GVH et du rejet. Donc, toute la prise en charge va être basée là-dessus. Et à l'heure actuelle, partout dans le monde, globalement, presque, le traitement de référence en première ligne, quand on a un donneur géno, c'est l'allogreffe avec un conditionnement cyclophosphamide, 200 mg kg sur 4 jours, sérum anti-lymphocytaire, le plus souvent du lapin, et ce que je vous disais tout à l'heure, de la moelle et une prophylaxie de la GVH par cyclométho. Et avec ça, vous avez une survie à long terme qui varie
en fonction de l'âge du patient et des pays pour des raisons socio-économiques, qui varient entre 75 et 90% à long terme. Et vous voyez que les plateaux, à partir de 3 ans, on a des plateaux. Donc, c'est pour ça que la greffe est le traitement de première ligne. Donc, sur quoi sont basées ces données? Elles sont basées sur des études randomisées, une étude qui a montré qu'avec un conditionnement par cyclophosphamide et SAL, ça faisait mieux, en particulier en termes de risque de rejet que l'endoxan seul. Une étude randomisée également qui a montré que la prophylaxie de la GVH de référence devait être cyclosporine et méthotrexate versus cyclo seul, parce qu'il y avait un bénéfice en termes de survie qui était donc lié au fait qu'on avait moins de GVH. Et ensuite, la question de l'âge qui est importante, c'est pourquoi on s'arrête à 40 ans? On s'arrête à 40 ans parce que vous le voyez sur ces courbes, plus on est âgé, moins les résultats sont bons. Et au-delà de 40 ans, on a une TRM, une mortalité liée au traitement qui est beaucoup trop élevée quand on compare aux résultats dans cette tranche d'âge du SAL cyclo qui permet, pour le coup, certes, un risque d'évolution à long terme, mais à court terme, et le rapport bénéfice-risque n'est plus en faveur de la greffe. Et en fait, cette surmortalité, elle n'est pas tellement liée à un excès de GVH ou à un excès de rejet, mais vous voyez, elle est vraiment liée à des complications liées aux infections, aux hémorragies et aux toxicités d'organes. Si on regarde d'autres études, vous voyez, ça, c'était une étude de registre qui regardait les déterminants de la survie. Et vous voyez quoi? Que le délai entre le diagnostic et la greffe, on vient à cette notion, est important. Si vous dépassez 3 mois, clairement, il y a un impact sur la survie. L'âge, encore une fois, plus vous êtes jeune, mieux ça se passe. Le conditionnement, le fait d'avoir du SAL, le fait d'avoir de l'endoxan. Et une chose qui est très importante, qui ressort partout, quels que soient les autres facteurs prédictifs, c'est le fait de recevoir un greffon de moelle osseuse. On verra qu'il y a une petite exception à ça, mais globalement, une aplasie, ça se greffe avec de la moelle osseuse, même si c'est casse-pied d'aller au bloc opératoire, parce qu'en multivarié, ça impacte la survie. Qu'est-ce que... Voilà. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'on peut les greffer en deuxième ligne et comme ça, on ne prend pas trop de risques au début et puis si ça s'y rechute, on les greffe et ça ira mieux. Non, vous voyez, dans cette étude, c'est 479 patients allogreffés pour des aplasies médulaires idiopathiques. Ils étaient tous greffés en géno en première ligne et ils étaient soit en géno, soit en phéno-10-10 en deuxième ligne. Et vous voyez que quand on est greffé en deuxième ligne, on meurt plus que quand on est greffé en première ligne. Donc, il faut vraiment greffer ces patients en première ligne s'ils ont un donneur géno identique. Tac, tac, tac. Et oui, donc ça, c'est une étude qui a été publiée très récemment, qui comparait les greffes upfront avec un donneur géno à des greffes chez les patients en rechute ou réfractaires, là encore avec des donneurs pour le coup qui étaient soit géno, soit phéno. Et vous voyez que dans le groupe upfront, il y a un paramètre qui est très important, c'est le délai entre le diagnostic et la greffe. Et si vous regardez les patients qui sont greffés en deuxième ligne, ce n'est pas de la survie, c'est de la GRFS, mais clairement, la GRFS est bien moins bonne qu'en première ligne. Et ça, c'est quel que soit le type de donneur, avec là encore cette notion d'âge. Et les toutes petites courbes en dessous, c'était juste pour vous montrer que là encore, les causes de décès chez ces patients, en l'occurrence, c'est les causes d'avoir un événement quand on regarde la GRFS. Donc, la GRFS, c'est le fait de n'avoir ni GVH, ni rechute, ni mort. En gros, GVH sévère. Donc, c'est un paramètre qui est important en termes d'évaluation des complications post-greffe aussi. Et donc, c'est pas les événements qui étaient associés à la GRFS, c'est là encore des complications de type infection et toxicité plus que rejet et GVH.
Alors, quelles sont les causes de décès et les complications malgré tout chez ces patients qui sont greffés? Vous voyez que les principales causes de décès précoces sont liées à des rejets. Donc, je vous disais, il y a un risque vraiment plus élevé de rejet chez ces patients. Donc, c'est important en termes de que ces patients aient des taux de cyclo bien équilibrés quand ils sont au moment où ils sont greffés. Il ne faut vraiment pas. Moi, je commençais à J-1 à la cyclosporine dans une aplasie, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas avoir un T0 équilibré au moment de la greffe. Donc, il faut plutôt les commencer avant. Et puis ensuite, bien monitorer les taux de cyclo, qui soient ni trop élevés, parce que s'ils font l'insuffisance rénale, on va à la cata en termes de GVH et de risque de rejet, et ni trop bas. Voilà, de complications infectieuses, là encore, bon, c'est des études qui sont anciennes, et le posaconazole, on l'a que depuis vraiment le milieu des années 2000, hein, donc ce sera important de voir l'évolution. Des toxicités d'organes et des hémorragies. Et puis, voilà, donc vraiment, les causes de décès, c'est les cytopénies et le rejet. Voilà. Vous voyez que dans cette étude de 2015, qui est aussi une étude de registre, quel que soit le type de donneur, on a un risque de rejet qui est important, qui est de l'ordre de 5 à 10% en fonction des études, à la fois rejet primaire et rejet secondaire. Donc, c'est vraiment une chose sur laquelle il faut être attentif chez ces patients. Une étude qui est déjà ancienne, je n'ai pas mis la référence, qui date de 2009, qui est une étude européenne où ils avaient regardé chez 91 patients des chimérismes séquentiels. Et ils avaient classé les patients en fonction de l'évolution du chimérisme. Soit c'était complètement donneur, soit c'était des chimérismes transitoires mixtes, soit c'était des chimérismes stables mixtes ou des chimérismes qui diminuaient progressivement avec de plus en plus de cellules du receveur, soit c'est des patients qui rejetaient précocement. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'on peut avoir un chimérisme mixte en post-greffe dans une aplasie médulaire. Ça peut même durer des années et des années. Mais si on a un chimérisme progressif mixte, c'est-à-dire qu'on voit que le chimérisme est de plus en plus et de plus en plus receveur, il y a un risque très élevé de rejet. Donc, chez ces patients, contrairement à ce qu'on fait dans des maladies malignes, où quand on pense que le malade va rechuter, on diminue l'immunosuppression pour avoir un effet GVL, chez ces patients, il faut au contraire leur maintenir des taux efficaces de cyclosporine pour limiter le risque de rejet. Par contre, si c'est un chimérisme mixte stable, il n'y a pas de contre-indication à baisser la cyclosporine. Et dans ce cas-là, on baisse progressivement de 10% en 10% en général, en surveillant que la NUM tient bien, que le chimérisme reste stable. Mais on ne peut pas laisser des malades éternellement sous des fortes doses de cyclo, parce qu'à terme, on a une toxicité rénale importante. Donc, quand on fait du suivi de patients à aplasie post-greffe, c'est un peu comme après le SAL. Alors, on garde la cyclo moins longtemps quand même qu'après le SAL, mais on la garde beaucoup plus longtemps que dans une greffe pour une hémopathie maligne, parce que là encore, notre objectif, c'est pas de GVH et pas de rejet. Donc, en général, on commence à baisser entre, on va dire, 9 et 12 mois post-greffe. Après, ça dépend du contexte, ça dépend d'éventuelles comorbidités, notamment rénales. Mais voilà, on fait beaucoup plus doucement que dans une autre indication de greffe. Juste pour vous alerter qu'il ne faut pas surinterpréter des données dont on ne connaît pas la signification. Il y a de plus en plus, on fait des chimérismes déjà haute résolution, donc qui ont parfois une sensibilité très importante, donc qui montrent des variations dont on ne connaît pas forcément la signification. Et nous, on s'est intéressé à regarder les données de chimérisme sur CD3, donc sur lymphocytes triés, sur une cohorte de 42 patients qui ont été greffés depuis 2019 dans le service. À Saint-Louis, exactement. Et on s'est rendu compte que finalement, la majorité sur 100 total avait un chimérisme mixte, que quand on regardait les facteurs qui étaient associés à ce chimérisme mixte, c'est en gros tout ce qui est associé à une greffe géno en première ligne.
Et quand on a regardé, alors c'est des données qui ne sont pas publiées, c'est un travail qui est très préliminaire. Et quand on a regardé le chimérisme sur CD3, bah là, on a pour moins de patients. Là, c'est encore pire. C'est-à-dire que finalement, sur CD3, quasiment tous les malades sont mixtes et parfois très, très mixtes. Donc, il faut toujours se méfier d'interpréter des données. En fait, on n'a pas de données sur les chimérismes lymphocytaires chez les patients atteints d'aplasie. Donc, il ne faut pas interpréter ces données parce que ça ne veut probablement pas dire grand-chose et il ne faut probablement pas modifier la prise en charge en fonction de ces données. Donc, voilà, toujours être prudent sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc, ce que je disais, et c'était pour réinsister là-dessus, après 40 ans, alors, si vous avez un patient qui arrive et qui a 42 ans, qui n'a aucune comorbidité, il n'est pas interdit de le greffer. Souvent, c'est ce qu'on fait. Mais voilà, il faut savoir qu'après 40 ans, les risques de complications sont beaucoup plus élevés, la survie est moins bonne, alors que ça, c'est les résultats du SAL où globalement, les données sont meilleures. Est-ce qu'on peut faire mieux en géno? Oui, probablement qu'on devrait pouvoir faire mieux. C'est juste pour évoquer cette possibilité. Il y a un certain nombre de problèmes. Le risque de rejet, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui reste une problématique importante. Et il y a des études qui ont été faites pour essayer justement de diminuer le risque de rejet, en particulier dans des pays où les gens sont greffés assez tard dans l'histoire de la maladie, c'est-à-dire plutôt à 6 mois qu'à 1 mois du diagnostic, où on sait que c'est associé à une augmentation du risque de rejet. Donc, ils ont essayé de modifier les conditionnements en associant de la fludarabine, qui est une drogue qui est utilisée dans beaucoup d'autres conditionnements et qui n'est pas utilisée dans les conditionnements d'aplasie géno en première ligne. Et il semble que les résultats soient intéressants. Mais ce qui est très difficile, c'est quand vous avez des taux de survie qui sont aussi bons que ce qu'on a actuellement. Si vous voulez faire une étude randomisée qui compare deux conditionnements, on va avoir du mal à faire beaucoup mieux. Donc, c'est un peu les limites. Voilà. La GVH aiguë et les GVH chroniques, donc vous voyez que ça, c'est des données qui montrent que même en géno-identique, on a encore à peu près 15% de GVH aiguë et chronique. Donc, c'est beaucoup moins que dans d'autres maladies, mais ça reste une morbimortalité. Et puis, des toxicités à long terme, les problèmes d'ostéonécrose qui sont très fréquents chez ces patients. Ça existe aussi après le SAL-cyclo, hein, c'est une complication fréquente également. La toxicité gonadique, en particulier chez les patienteux, et puis l'impact de la GVH chronique dans les complications secondaires. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, y a-t-il une place, malgré tout, pour la greffe après 40 ans? Alors, en première ligne, on a dit non, globalement, pas, mais en deuxième ligne, évidemment, ça se discute. Par contre, il faut adapter les conditionnements. Et là encore, on avait cette étude faite par Sébastien Maury qui montrait que si on fait un conditionnement par flux, c'était des 30, c'est plus de 30 ans, par fludarabine, cyclosporine et SAL, globalement, les résultats sont meilleurs qu'avec des conditionnements classiques dans cette tranche d'âge. Ça, c'était juste pour vous montrer une étude du CIBMTR où il montrait que d'une part, c'était quand même des greffes qui étaient de plus en plus proposées chez les plus de 40 ans et d'autre part, c'était 50 ans. D'autre part, par contre, il confirmait qu'il y a vraiment, en termes de survie, des résultats qui sont moins bons avec peut-être un petit bénéfice du Campat. Et je voulais, pour vous parler de cette étude qui est une étude anglaise. Donc, les Anglais ont un conditionnement qui est à base de Campat. Ils font du Campat dans à peu près toutes les maladies, les Anglais, en termes de conditionnement de greffe. Donc, dans l'aplasie comme dans les autres maladies. Et donc, ils ont un conditionnement qui s'appelle le FCC, qui est à base de fludarabine, d'endoxan et de Campat. Et les données avec ce conditionnement de survie sont globalement excellentes, puisque vous voyez que dans cette étude où ils ont comparé deux groupes, un de moins de 50 ans et un de plus de 50 ans, globalement, il n'y a pas de différence significative entre la survie des plus ou moins de 50 ans, avec des survies qui sont supérieures à 80%. Et ils ont des résultats également en termes de GRFS qui sont excellents, avec très peu de complications. Après,
il y a des complications infectieuses, il y a des complications immunologiques parce qu'il y a des cytopénies auto-immunes. Donc, ce n'est pas des données qui ont été comparées de façon à parier à d'autres types de conditionnements chez les patients du même âge, notamment à des conditionnements de type Fluda endoxant SAL, TBI, qui est un conditionnement aussi qu'on peut proposer aux plus de 40 ans. Donc, voilà. Mais c'est quand même des résultats qui sont excellents. Et nous, à l'heure actuelle, pour les plus de 50 ans, on propose ce conditionnement-là. Et la particularité du conditionnement incluant du Campat, c'est que pour le coup, entre moelle et CSP, on n'a pas de différence en termes de survie et de GRFS. Et on a repris, nous, la cohorte de patients en France de plus de 15 ans qui a été greffée avec du Campat. Et globalement, on a des résultats qui sont assez proches des Anglais idem en termes d'utilisation des CSP. Donc, y a-t-il, ça c'était pour parler des greffes géno-identiques. Si on en vient aux greffes phéno-identiques, est-ce qu'il y a une place pour les greffes phéno-identiques en première ligne? Alors, c'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer actuellement chez les sujets de moins de 18 ans. Pourquoi? Parce que, je vous disais, SAL cyclo, le FS à 15 ans, 25%. Quand vous avez 10 ans, au moment où vous faites votre aplasie médulaire, 15 ans, c'est 25 ans. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, la place de la greffe précocement est évaluée chez l'enfant. Et chez les très jeunes, vous voyez, de plus en plus, on s'oriente vers des greffes en première ligne, en non-apparenté 10-10. Ça fait suite à cette étude, alors qui est une étude un peu discutable méthodologiquement, puisqu'ils ont comparé des choses un peu différentes, c'est-à-dire une cohorte d'enfants en Angleterre qui avait été greffée en première ligne avec des donneurs non apparentés, sans qu'on sache vraiment pourquoi on leur avait proposé une greffe en première ligne, à une autre cohorte greffée au niveau de l'EBMT. Et en fait, quand ils ont fait cette comparaison, c'est les enfants, vous voyez, l'âge médian, c'est 8 ans. Donc, c'est des petits. Ils ont montré qu'il n'y avait pas de différence. Tous les enfants anglais avec des greffés en FCC, il n'y avait pas de différence entre des greffes upfront avec du FCC chez l'enfant et des greffes géno chez les enfants du même âge. Et donc, cette étude a beaucoup poussé à évaluer la place de la greffe phéno-identique 10/10e chez les plus jeunes, qui ont donc ce risque d'événements secondaires beaucoup plus élevé. La problématique, c'est que pour ça, il faut faire une greffe, ce n'est pas comme un SAL cyclo, il faut avoir un donneur. Quand vous avez un frère ou une sœur, faites ça globalement, et puis dans 3 semaines après, il est au bloc. À peu près. Quand vous êtes motivé, vous pouvez le faire en 3 semaines. Un donneur phéno, ce n'est pas du tout la même chose parce que vous passez par un registre, il faut l'inscrire sur le registre. Déjà, ça prend du temps. Ensuite, il faut contacter le centre donneur. Il faut que le centre donneur contacte le patient, que le patient vienne, qu'il soit disponible, qu'il ne soit pas enceinte, qu'il ne soit pas ceci, qu'il ne soit pas… Donc, ça prend beaucoup plus de temps. Et la question, c'est si finalement vous retrouvez 100 donneurs au bout de 3 mois, la survie de votre malade, pour le coup, elle est moins bonne, puisque vous aurez mis 3 mois à faire le SAL et peut-être qu'il ne répondra pas au traitement. Donc, c'est pour ça que nous, pour l'instant, on fait une étude qui s'appelle MUD Upfront et dont le endpoint primaire n'est pas la survie, mais la faisabilité. C'est-à-dire, est-ce que, si on regarde à partir du moment où on inscrit le malade sur le fichier, c'est-à-dire qu'on sait qu'il a une bonne probabilité d'avoir un 10-10, parce qu'évidemment, si la probabilité est nulle, on ne va pas repartir sur cette stratégie. On sait qu'il a une bonne probabilité d'avoir un 10-10. Est-ce qu'on arrive à le greffer dans les 2 mois? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on ne fait pas perdre des chances aux patients? Puis ensuite, évidemment, on va regarder la survie et tout dans les objectifs secondaires, mais l'objectif primaire, c'est vraiment la faisabilité. Alors, dans ce PHRC, ce n'est pas du Campat parce que c'est très compliqué de faire des études prospectives avec du Campat. Donc, pour le coup, ils ont un conditionnement qui s'appelle par Fluda, endoxant, SAL et TBI degré pour les plus de 14 ans. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Mais vous voyez, de plus en plus chez les jeunes, on va à la greffe rapidement. Ensuite, rapidement, ça, c'est les résultats des greffes alternatives, enfin,
non apparentés chez les patients qui ont des adultes qui ont des aplasies enfin, c'est des patients qui ont des aplasies sévères. C'était une étude SFG-MTC, EBMT. Et juste pour vous montrer les facteurs qui sont associés à la survie, c'est l'âge, plus ou moins de 30 ans, le délai entre le diagnostic et la greffe encore, même en deuxième ligne, le matching HLA, est-ce que vous êtes 10-10 ou est-ce que vous êtes moins? Et globalement, si vous avez moins de 2 facteurs de risque défavorables, la survie est globalement bonne. Par contre, si vous êtes au-delà, donc ça veut dire quoi? Il faut greffer, surtout les plus jeunes, vite, ne pas attendre, et si possible, en 10-10, pas trop de 9-10. Après, est-ce qu'il faut les greffer comme ça, c'est-à-dire les conditionnements plus classiques avec la TBI de grec du CSAL, ou est-ce qu'il faut les greffer avec le conditionnement des Anglais? À l'heure actuelle, il n'y a pas d'études qui permettent de comparer l'un et l'autre. Voilà. Nous, on a tendance à faire moins de 50 ans le conditionnement classique et plus de 50 ans les Anglais. Quelle est la place des greffes alternatives? Alors, les greffes de sang placentaire, on avait fait une étude française nationale qui évaluait qui s'appelait APCORD, et cette étude, elle a montré quoi? Que si vous greffez avec des bons cordons bien compatibles, bien riches, et avec un conditionnement qui est adapté, qui était à base un petit peu il est modifié, mais Fluda, Endoxan, TBI de Gray et un peu de SAL, pas trop. Vous avez des résultats qui sont très bons en termes de survie, avec une survie à 3 ans qui était à 82%. Mais il ne faut pas que vos patients soient trop âgés. Ils avaient tous moins de 40 ans, ils étaient en bon état général, les cordons étaient bons. Voilà. C'est vraiment il faut sélectionner vos patients, ils n'ont pas d'anti-HLA. Et si vous sélectionnez bien vos patients et vos cordons, et votre conditionnement, et vous avez des bons résultats. Donc, chez l'enfant, chez le jeune, c'est une option tout à fait acceptable chez un malade qui est réfractaire ou en rechute précoce. Les greffes Aplo, c'est pareil. Les résultats anciens des greffes Aplo dans l'aplasie médulaire, c'était à peu près 30% de survie. Là, on a fait une étude récente où on a regardé les patients qui avaient été greffés avec de l'endoxan post en niveau européen. Et vous voyez, là encore, la survie à 2 ans est à quasiment 80%, avec un taux de GVH aigu qui est de l'ordre de 23%, mais peu de GVH aigu très sévère. Là encore, vous voyez, c'est des patients qui sont jeunes. La médiane d'âge, c'est 20 ans. Donc, c'est des jeunes patients. Donc, et si vous regardez les différents types de conditionnement qui ont été utilisés, si vous avez un Baltimore, les résultats sont excellents. Donc, c'est tout à fait, là encore, une option chez le sujet jeune, réfractaire ou en chute. Et donc, on a un autre PHRC qui évalue la place de la greffe haplo-identique chez les patients réfractaires de moins de 30 ans pour avoir des données plus prospectives. Donc, les messages importants, avant 40 ans, vous greffez votre malade s'il a une donneur géno, il n'y a aucune excuse. Aucune excuse. Je pourrais vous raconter l'histoire de ce patient qu'on a greffé en 2018 alors qu'il était suivi depuis 2003 pour une aplasie médulaire et qu'on savait en 2003 qu'il avait une donneuse géno qui entre-temps a fait l'HPL, le Budd-Chiari, l'insuffisance rénale et que finalement on a greffé avec sa sœur 18 ans après le diagnostic, qui là attend en dialyse sa transplantation rénale, peut-être combinée avec le foie comme il y a le Budd-Chiari. Voilà, il a mon âge. Donc, si vous avez un donneur géno, vous greffez, globalement. Sauf si le donneur va mettre 6 mois à venir parce qu'il habite au Pakistan, là, vous avez le droit de faire des selles. Mais ça arrive qu'on ait des situations comme ça, donc il ne faut pas non plus être borné. Mais voilà, si vous avez un donneur géno disponible, vous devez greffer. À l'heure actuelle, en première ligne, chez les enfants, on évalue la place des donneurs phéno 10-10, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est en cours d'évaluation. Par contre, si votre malade est en échec du traitement immunosuppresseur, s'il a moins de 18 ans, à 3 mois, vous commencez à réfléchir à la greffe phéno, haplo, cordon, ce que vous voulez, à 6 mois. En gros, on se positionne pour pouvoir le greffer à 6 mois parce que plus on les greffe vite, meilleurs sont les résultats. S'il a 30-40 ans, on est plutôt sur se laisser un peu plus de temps compte tenu de la TRM plus élevée et on discute à 10-10 et éventuellement, s'ils sont très jeunes, haplo-USP à 6 mois pour les réfractaires, enfin même 40 ans. Et après, ça dépend des comorbidités. Et puis, entre 40 et 60 ans, on est plus sur du
Géno s'ils n'avaient pas d'indication en première ligne, ou Phéno 10-10, en fonction, voilà. Si greffe en deuxième ligne, faites attention à la luminisation anti-HLA, la surcharge en fer. Sauf conditionnement à l'intizumab, il faut de la moelle et bien surveiller le chimérisme sur sang total pour voilà, évaluer le risque de rejet et le prévenir. Et puis, laisser la cyclosporine longtemps, 12, 18 mois, pour limiter le risque de GVH. Et je ne sais pas quelle heure il est, presque, voilà, presque dans le timing. Est-ce que vous avez mis des diapos additionnels si on était en avance? On n'est pas en avance. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. D'accord. Est-ce que... tac. Alors, ça, il y avait une question pour la prophylaxie antifongique, mais c'était pour Edouard et tu en as parlé. Et merci Edouard qui va prendre son train. Et voilà, bah, si vous avez des questions, de toute façon, on est tous les mercredis, enfin les premiers et troisièmes mercredis du mois en RCP. Et il ne faut pas hésiter à discuter des situations difficiles, il y en a tout le temps. Et on se sent moins seul quand on est